Bonjour à tous, on est déjà 45 participants, donc merci de tous d'être venus aussi nombreux pour notre masterclass NG. Je me présente, moi je suis Xavier Vanderlaan, je suis chef de projet R&D chez Natural Grass et ouais, je m'occupais de l'introduction de cette première masterclass. Je pense que voilà, beaucoup d'entre vous connaissent l'entreprise et notre activité, voilà, nos métiers qui sont la conception, la construction, mais également l'entretien, la maintenance des pelouses de haut niveau des terrains de sport. Il faut savoir que, voilà, que la R&D chez Natural Grass, c'est au cœur du projet depuis la création. Et aujourd'hui, elle s'oriente majoritairement autour de, voilà, on va dire, trois axes. Le premier qui serait le développement et l'amélioration voilà, de nos produits et de nos technologies. Le deuxième qui serait donc plus orienté sur la compréhension de l'interaction et voilà, de la réaction du corps de l'athlète avec la surface de jeu. Pour ça, on a notamment Jérémy Gouillon, notre expert en mécanique et en biomécanique. Et enfin, le dernier axe qui est plus celui qui va nous concerner aujourd'hui, qui est la partie entretien et maintenance des pelouses, des thématiques plutôt en agronomie, et pour lequel on a donc Romain Giraud, notre expert agronome. Il faut savoir que chez Natural Grass, on est assez attaché au partage de connaissances et à la diffusion du son des connaissances sur les surfaces sportives, notamment sur la maintenance. Et c'est dans ce cadre que ces masterclass voilà, s'inscrivent. Et l'objectif, c'est de faire intervenir différents experts dans leur domaine afin qu'ils puissent voilà, soit diffuser des bonnes pratiques ou informer sur certains outils qui peuvent être à disposition notamment des intendants de terrains de sport. C'est le cas de la masterclass d'aujourd'hui. J'en viens donc à notre expert du jour et à la présentation de cette première masterclass. Donc, l'expert du jour, c'est Romain Giraud, dont je viens de parler, qui est donc notre expert agronome chez Natural Grass. Je vais revenir brièvement sur ce qu'il a fait. Donc, il a rejoint Natural Grass en 2018 en tant que, au sein de l'équipe R&D, en tant qu'agronome. Après 10 ans de R&D sur les produits d'entretien du gazon. Et chez nous, il a une partie où il mène des projets de R&D sur la partie du coup agronomie, et il accompagne également les attendants des terrains de sport sur les problématiques de maintenance. En parallèle de ça, il a fondé le site La CNIL du Gazon, qui nourrit encore actuellement et qui met à disposition des entendants des connaissances et des informations qui sont sourcées scientifiquement sur voilà, l'entretien des gazons. Et aujourd'hui, il va nous parler des capteurs d'humidité. Je vais laisser parler dans quelques minutes. Et avant de lui laisser la parole, je voulais simplement revenir sur le mode de fonctionnement de cette masterclass. Il y aura deux temps. Donc, la première, ça va être une présentation que Romain nous a préparée, qui va durer environ voilà, une trentaine de minutes, avec ensuite une séance de questions-réponses. Et pour la partie questions-réponses, vous avez remarqué que vous êtes tous en mute, étant donné votre nombre. Donc, pour tout ce qui est questions, je vais vous demander de bien les mettre dans le chat. Comme ça, moi, je les noterai tout au long de la présentation de Romain. Et à la fin, voilà, pendant la séance de questions, je vais pouvoir les poser moi-même à partir des questions que vous aurez posées dans le chat. Je vais donc maintenant voilà, laisser la parole à Romain pour sa présentation. Eh ben, bonjour à tous, merci d'être venu pour ce webinaire. Donc, et merci à Xavier pour cette introduction. Il a à peu près tout dit ce qu'il fallait savoir à propos de moi. Moi, pour commencer, alors je vais peut-être déjà vous montrer, vous partager mon écran. Alors, c'est tout bon? Tout le monde voit ce que je vois? Hop, Oui, c'est bon, Romain. parfait. Donc oui, le sujet du jour, c'est les capteurs d'humidité. Alors, il y en a qui en utilisent, alors, je ne sais pas si tout le monde en utilise pour ceux qui sont présents. Il y en a quand même beaucoup qui en utilisent. Il y a divers types de capteurs qui existent. Et du coup, c'est des technologies qui sont quand même assez différentes, avec toutes leurs limites finalement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les utilise un petit peu comme si c'était des vérités vraies, alors que, comme je disais il y a 2 secondes, il y a quand même des limites à leur utilisation et il faut bien y faire attention, il faut les connaître pour bien s'en servir.
Donc, pour revenir sur la clinique du gazon, je me fais quand même une petite pub. N'hésitez pas à y aller. Donc, c'est un portail web dédié aux techniques d'entretien du gazon. Alors, moi, j'y mets un peu l'actualité scientifique qui m'intéresse. Enfin, c'est vraiment une passion. Donc, j'y mets ce qui me fait plaisir et j'essaye de faire de paraître l'actualité scientifique. Y mettre quelques résultats d'études qu'on a fait dans l'entreprise. Donc, merci à Natural Grass pour me permettre d'utiliser certaines données qui appartient à l'entreprise. Et voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le site. Moi, j'y gagne rien, donc c'est vraiment pour faire valoir un peu le savoir et diffuser la technique. Alors, revenons à notre sujet du jour. Donc, capteur d'humidité, principes et limites pour la gestion de l'arrosage, pardon. Alors, ça sera plutôt en deux parties. D'abord, ce sera une description un petit peu du concept et de la technique de mesure. Et ensuite, ce sera plutôt la manière dont je les utilise en sachant les limites qu'on aura vues dans la première partie. Donc, allons-y. Pour essayer de mieux comprendre ce qui va se passer ensuite, on va revenir à des choses un peu bateau, je suis désolé, mais elles sont nécessaires. Donc, l'humidité d'un sol, c'est quoi? Il faut revenir à la base, c'est-à-dire le sol qui est constitué d'éléments solides, hein, comme on voit ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je vais quand même l'animer. D'éléments solides, sable, limon, argile, matière organique. Et entre ces éléments solides, on va avoir du vide, ce qu'on appelle l'espace poral, qui constitue la porosité. Donc, ces vides et cette porosité peuvent être remplis d'eau ou d'air suivant l'état hydrique. Donc, le total des vides, comme je viens de le dire, c'est la porosité totale, qui peut être remplie d'eau ou d'air, et suivant les précipitations, l'arrosage qu'on y met, ces vides vont être plus ou moins remplis d'eau ou d'air. C'est vraiment important parce que c'est clairement ce qui va influer sur les capteurs. Alors, l'humidité qu'on quantifie, c'est une humidité volumique, c'est-à-dire que c'est le volume de l'eau sur le volume du sol. Et donc, les sondes basées sur la permittivité d'électrique, en général, c'est tout ce qui est sonde TDR et sonde capacitive, c'est cette valeur qu'on essaye d'estimer. Il y a d'autres techniques, dont les principales, parce que je ne vais pas les citer toutes, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais celles qu'on voit le plus, en général, c'est soit les sondes qui sont basées sur la permittivité diélectrique et donc qui cherchent à estimer l'humidité volumique, ou ce sont des sondes qui essayent d'estimer le potentiel hydrique matriciel, ou plutôt l'énergie à laquelle l'eau est retenue dans le sol. Ça, c'est ce que font les sondes tensiométriques. Alors, il y a plein d'avantages à ces sondes, plein de défauts aussi, mais c'est un sujet vraiment à part entière, donc on n'en parlera pas ici. On restera centré sur les sondes basées sur la permittivité diélectrique. Alors, c'est un mot difficile à prononcer et qui a l'air compliqué, et on va essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est pour mieux comprendre les tenants et aboutissants des mesures. Alors, qu'est-ce que c'est que cette permittivité? Alors, le symbole latin est celui-ci, pour la nommer. Donc, chaque type de sol a une capacité unique à stocker une charge électrique. Et en fait, la permittivité diélectrique vient un petit peu définir quelle est la capacité de stockage de cette charge pour un sol. Donc, finalement, le sol, il peut être assimilé à une sorte de condensateur, avec un pôle négatif, un pôle positif. Et en fait, c'est la polarisation de l'eau, c'est-à-dire sa capacité à s'orienter, comme on voit sur le schéma, c'est-à-dire que quand on commence à mettre un champ électrique, donc les petits pointillés entre l'anode et la cathode, les molécules d'eau sont capables de se polariser, c'est-à-dire qu'elles ont, normalement, la molécule d'eau a une charge neutre, mais dans certaines conditions, elle est capable de se polariser, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pôle plus ou moins négatif et un pôle plus ou moins positif avec les ions hydrogène et l'oxygène. Et en fait, c'est cette polarisation, le fait que cette molécule puisse s'orienter, qui explique sa capacité à stocker une charge et donc avoir une permittivité élevée. Donc là, j'ai illustré la chose avec un condensateur et une batterie 12 volts parce que c'est souvent pour ces tensions-là qu'on utilise les capteurs, tout simplement. Alors, en général, on exprime cette permittivité par rapport à la permittivité du vide, ce qu'on voit ici, ce qui fait qu'on obtient à la fin une permittivité relative, ce qui est très pratique,
parce que ça permet d'avoir une échelle qui varie entre, en gros, pour ce qui nous intéresse, entre 1 et 80. Donc, à savoir que les extrêmes sont l'air avec une permittivité qui est très faible, c'est-à-dire que c'est un milieu qui conduit très peu, qui est très isolant, alors que l'eau, c'est un milieu à l'opposé, qui a une permittivité relative de 80, qui est capable de stocker, de stocker une charge de manière importante. Oui, c'est un milieu très conducteur, c'est corrélé. Et entre les deux, on a tout un tas de choses, alors qui sont globalement beaucoup plus proches de la permittivité de l'air, c'est-à-dire en général entre 1 et 10, à savoir la matière organique, qui a une permittivité assez faible, les minéraux du sol, les constituants du sol, les solides qui ont une permittivité globalement souvent égale à 4, 5, 3, 4, 5. Je parle sans eau, hein, vraiment quand c'est sec. La glace qui, elle, a une permittivité plus faible que celle de l'eau. Et ensuite, entre 1 et 20, suivant la teneur en eau du sol, on va avoir une permittivité qui va varier. Alors, j'en reviens en arrière. Ce qui fait que la permittivité est intéressante, c'est un paramètre qui est mesurable. C'est pas facile, mais ça se fait, et qui est complètement corrélé à la teneur en eau. Parce qu'en gros, la teneur en eau fait varier très fortement la permittivité. Alors que les constituants solides sont très loin de celle de l'eau. C'est vraiment cette propriété qui est utilisée dans les sondes d'humidité basée sur la permittivité. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Donc, entre un sol qui est saturé et un sol qui est plutôt sec, la permittivité, alors c'est des exemples, hein, ça change vraiment selon le type de sol, peut varier entre 5 et 20. Donc, les sondes, c'est de ces valeurs qu'elles vont servir, et donc c'est de cette permittivité qu'elles déduisent la teneur en eau. Alors, la première incidence pratique, alors tout au long de la présentation, excusez-moi, j'illustre avec des sondes du commerce, hein, évidemment. Alors, je n'ai pas de pub, hein, je ne suis pas payé par les firmes qui les vendent, mais c'est celles que j'avais et qui sont assez jolies. Donc, voilà. Donc, la première incidence pratique, c'est que, étant donné que la permittivité est sensible à l'eau ou l'air, évidemment, si on plante mal une sonde, ou que celle-ci est plantée dans un sol fraîchement décompacté comme voilà, donc mal planté comme sur cet exemple, fraîchement décompacté comme sur cet exemple, ou vraiment sur un sol qui a été décompacté depuis un petit bout de temps et donc qui a encore une teneur en oxygène qui est assez élevée, enfin en air en tout cas, une porosité plus élevée, on se rend compte que la mesure de la permittivité est biaisée. C'est-à-dire que si le contact est parfait entre les électrodes et le sol, ce qui est le cas quand la sonde est bien enfoncée ou quand le sol est bien compacté, la valeur de la permittivité sera plus juste, c'est un grand mot, mais en tout cas, elle ne sera pas biaisée. Par contre, si on a un sol qui est franchement décompacté, évidemment, la concentration en air, en tout cas la porosité augmente, il y a plus d'air, donc la valeur de la permittivité ne sera pas exactement la même que pour celle d'un sol compacté. C'est un peu le même principe lorsqu'on a des broches qui sont passées, hein, il y a des puits d'air, donc évidemment, si le volume de mesure, ce qu'on verra plus tard, comprend les trous qui ont été créés par les broches, on se retrouve avec une valeur qui est biaisée. Évidemment aussi, si les broches ne sont pas plantées à fond et qu'il y en a une partie qui reste dans l'air, la valeur aussi est biaisée. Alors, bon, c'est bien d'avoir cette permittivité, mais en fait, ce qui nous intéresse effectivement, c'est la teneur en eau. Alors, il y a un très très grand nombre de scientifiques qui ont bossé dessus, et le plus grand et l'illustre, on va dire, c'est un bonhomme qui s'appelait Top, qui a travaillé surtout sur la technologie TDR dans les années 80, et qui a publié une étude majeure à l'époque, qui utilisait la technologie TDR et qui permettait d'avoir une relation entre cette permittivité et la teneur en eau. Donc, θ, c'est la teneur en eau, et là, je dis, en fait, là, cette formule veut dire la teneur en eau est fonction de la permittivité relative. Donc, le bonhomme a publié des résultats qui permettaient d'avoir, pour un certain nombre de sols, une relation entre la permittivité et la teneur en eau. Alors, c'était bien pratique parce que du coup, ça voulait dire que cette méthode était exempte de toute erreur, quasiment, peu dépendante de la température, peu dépendante de la conductivité. Et si on mesurait fiablement la permittivité, on avait la teneur en eau et c'était très bien. Donc, comment il a fait, hein, c'était tout simple. Hein. Il avait on va dire un dispositif TDR
qu'on voit ici, là, avec une sonde plantée dans un échantillon de sol. Et en fait, pour chaque mesure, il connaissait parfaitement la teneur en eau de l'échantillon, hein, dans son cylindre, parce qu'il savait ce qu'il en est dans l'échantillon et ce qui en ressortait avec une plaque poreuse. Et en gros, après, il avait une courbe où il pouvait avoir la teneur en eau et la permittivité d'électrique, la constante diélectrique. Donc là, ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que c'est merveilleux, tout s'aligne autour d'une courbe qui est assez précise, et en faisant une régression, c'est-à-dire en essayant d'approcher, comme vous faites dans Excel des fois, pour essayer d'avoir une formule, une régression qui permet d'obtenir une formule qui passe par tous les points, avec le minimum d'erreur. En l'occurrence, à l'époque, cette formule était celle-ci. Donc ça, elle est encore utilisée aujourd'hui par ceux qui veulent utiliser le signal brut des capteurs. On peut passer de la permittivité diélectrique à la teneur en eau en utilisant cette formule. Alors, effectivement, c'est une relation empirique. Ça veut dire que ça ne suit pas des équations physiques. En tout cas, on ne sait pas les approcher. C'est vraiment expérimental. C'est à force de tester plein de sols qu'il s'est rendu compte que ça suivait à peu près tous, ils suivaient tous à peu près la même ligne. Donc, si on va un peu plus loin, depuis, parce qu'il n'y a pas que lui qui a travaillé dessus, il y a quand même de nombreuses publications qui sont sorties depuis. Et ce qu'on voit, c'est que suivant le type de sol et suivant les publications et le type de technologie, pour donner un peu de complexité, mais les relations ne sont pas exactement les mêmes. C'est-à-dire, alors même Top est revenu sur sa formule de base, donc pour vous dire que c'est pas si simple. Donc là, c'est encore des courbes, excusez-moi, hein, il en faut de temps en temps, où on voit la relation entre la permittivité et la teneur en eau pour la formule de Top là, que je vous ai montré avant, qui est en bleu, et aussi pour différentes sondes, par exemple en jaune et en vert, c'est pour les sondes Theros de la société Meter. En rouge, c'est une équation pour les sols organiques qu'un autre chercheur avait trouvé en 2011. Et en marron, c'est ce que fait la Pogo par défaut. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des différences entre les formules suivant celles qu'on utilise, et à la fin, on n'a pas des résultats qui sont exactement les mêmes, et ça peut être problématique quand même quand on essaye d'estimer une humidité moyenne sur un terrain. Alors, oui, toutes les sondes TDR et capacitives tentent de mesurer cette permittivité d'électrique. Alors, on verra quelles sont les méthodes, évidemment, et quels principes sont derrière ces méthodes. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, étant donné qu'on est sur des relations empiriques, il y a forcément un biais et des erreurs. Donc, c'est pas une mesure sortie d'un capteur, c'est forcément une précision et des erreurs. Qu'est-ce qu'on choisit comme formule? Ça détermine complètement ce qui va s'afficher sur l'écran à la fin. Alors, exemple, donc nous, Natural Grass, on produit un substrat qui s'appelle Air Fibre, qui est constitué globalement de sable, de fibres synthétiques et de liège. Et afin d'utiliser au mieux la sonde TDR100, là, que vous connaissez tous, de chez Spectrum, la violette qu'on voit ici sur la photo, on a essayé de calibrer la sonde à notre substrat et vérifier les écarts qu'on avait en réglage standard qu'on a avec le réglage usine. Alors maintenant, je sais qu'il y en a plusieurs, mais en tout cas, pour la TDR100 de l'époque, là, c'était le réglage standard. Alors, ce qu'on voit, c'est sur cette courbe, ici, c'est le signal du capteur, donc c'est ce que mesure réellement le capteur, et ensuite, c'est ce que l'électronique, le code en fait, pour arriver jusqu'à la teneur en eau volumique qui s'affiche sur l'écran, ou la teneur en eau qu'on a mesurée. Alors, la courbe violette, c'est ce que sort le capteur usine, c'est-à-dire si on plante une électrode et qu'on a 2190 en signal du capteur, sur lequel on peut accéder d'ailleurs. Hein, il suffit d'aller dans les modes, là, pour ceux qui la connaissent, on peut accéder à cette période. Si on a 2190, on tombe à peu près sur 19%. Si on a 2690, on tombe à peu près sur entre 40 et 50%. Donc ça, c'est ce que sort le capteur. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que pour différentes teneurs en eau qu'on a mesurées, c'est-à-dire tous les points bleus, on a réalisé en fait la vraie courbe signal du capteur, teneur en eau réelle. Et ce qu'on voit, c'est que le réglage usine a tendance à surestimer les vraies humidités, à savoir que c'est plutôt pas mal sur les faibles humidités, et ensuite
ça commence à surestimer salement. Alors après, c'est pas très grave parce que c'est sur la fin, mais enfin, on a quand même une erreur qui varie entre 2 et 5%. Pour vous dire, c'est pas rien parce que si on est à 25, on peut être à 30 ou à 20, quoi. Donc, au quotidien, ça peut avoir une incidence notable. Si on est sur un arrosage un peu technique en été, 5%, c'est pas rien. Alors, donc ça, c'était pour vous montrer que la formule qu'on utilise, elle a une incidence, quoi. Clairement, les réglages usines sont bien, mais ils ont des limites. C'est pas forcément parfaitement adapté à son type de sol. Ce qui est valable d'ailleurs sur l'air fibre n'est pas valable sur d'autres types de sols. Ça dépend complètement de la texture, de ce qu'il y a dedans. Alors, l'hypothèse derrière cette surestimation, c'est que dans l'air fibre, on a du liège, et le liège, là, il y en a quand même un certain volume, a une permittivité qui est quand même très faible, ce qui fait que c'est sûrement pour ça qu'on a une légère surestimation de l'humidité avec le réglage usine. Alors, maintenant, abordons les différentes technologies disponibles. Donc, je vous ai parlé de la TDR, alors on va en reparler de ça d'ailleurs, on verra ça plus loin. Donc, la TDR à l'origine, les sondes TDR, ce sont des mesures de la réflectométrie temporelle. C'est-à-dire que, bon, ça c'est clairement la technologie de pointe, c'est une mesure du temps de parcours d'une onde à haute fréquence, et c'est haute fréquence qui est important, d'une onde qui réfléchit donc le long d'une ligne de transmission, en l'occurrence la fin de la ligne de transmission, c'est les électrodes. Alors comme je le dis, c'est important vraiment de souligner cette haute fréquence, c'est ça aussi qui fait le prix, et c'est du matériel très très cher. Alors, ce temps de parcours est relié à la permittivité relative par cette formule qu'on voit ici. Alors, elle n'est pas très importante, mais c'est juste qu'on voit que la permittivité relative est reliée au temps de parcours de l'onde, et c'est comme ça qu'on arrive à estimer la teneur en eau à la fin. Alors, c'est du matériel très lourd, très cher, qui est quasiment impossible à utiliser quotidiennement sauf si enterré, mais en tout cas, ça dépend des types de sondes, dans les terrains. Alors, un exemple, c'est la TDR100 chez Campbell Scientific, qui est très utilisée par les équipes de recherche en général en environnement. Mais bon, globalement, on n'en voit pas ou très peu sur les terrains de sport aujourd'hui. Alors, le deuxième type de capteur à réflectométrie temporelle, donc temporelle parce qu'on mesure un temps, ce sont les WCR qui sont un petit peu à cheval entre les technologies TDR et les technologies capacitives qu'on verra plus loin. Alors, c'est aussi une mesure d'un temps de parcours, mais à une fréquence plus basse, avec une électronique qui est complètement intégrée dans le capteur. Clairement, tout ça, c'était pour limiter les coûts, parce que les TDR, personne ne pouvait se les offrir. Donc, ils ont sorti ce type de technologie. Alors, il y a un oscillateur, c'est pour ça que ça se rapproche des sondes capacitives. Bref, encore une fois, un temps relié à une permittivité apparente que mesure le capteur, qu'on a ici. Alors, une sonde que vous connaissez qui utilise cette technologie, c'est toutes les TDR de chez Spectrum. Alors, elles ne devraient pas s'appeler TDR, mais évidemment, ça faisait plus classe de mettre TDR qu'autre chose parce qu'on a toujours l'impression de cette qualité avec le TDR. En tout cas, toutes ces sondes, a priori, c'est pas forcément bien inventé par le constructeur, mais ce sont des WCR à plus basse fréquence. Alors, les capteurs capacitifs ensuite, qui représentent les 3/4 des sondes. Pourquoi? Parce qu'elles sont aussi beaucoup moins chères, ce qui est quand même un certain avantage quand on veut en utiliser régulièrement et surtout quand on veut en mettre plusieurs. Alors, le principe, c'est d'utiliser le sol comme un condensateur, comme on a vu sur les toutes premières photos d'en haut, et de mesurer ensuite un temps de charge. Alors, encore une fois, ce temps de charge est relié à la permittivité par le biais de ces deux formules qui ont l'air compliquées, mais le but, c'est encore une fois, c'est de voir que le temps est relié à la permittivité par le biais de la capacité. Alors, ces sondes, pour ceux qui les connaissent, il y en a plusieurs qui sont disponibles. La sonde Pogo, qui fait partie de celle-ci, alors avec une petite nuance qu'on verra plus tard quand même, ce qui fait qu'elle est quand même très intéressante. Les sondes Teros, qui étaient les sondes GS de chez Meter, qui équipent certaines stations météo, là, comme celle de l'INRA, la MI, et la Gringo de Filippo Lully. On a aussi des sondes un peu utilisées en ortie, enfin dans plein de domaines, qui sont les 10HS là, de Meter. Là, ce genre de sondes sont assez connues. Ou les Water Scout de Spectrum, qui sont un peu les versions low cost, même si ça reste quand même, ça a un prix quand même, des TDR. Donc voilà. Ensuite,
quelles sont les problématiques liées à ces mesures? Parce que finalement, si elles sont toutes capables de déterminer la permittivité et que c'est juste une histoire de bon choix de formule, après, bon, ben, on peut prendre n'importe laquelle. Et ben non. Donc c'est ce qui fait la différence aussi entre les prix, c'est que elles ont toutes un biais vis-à-vis de certains paramètres. Alors ça dépend desquels, on verra. La texture du sol a une influence sur les mesures. La température du sol a une influence sur les mesures qui peut être corrigée ou pas. La densité apparente, c'est-à-dire un sol plus compact et plus compacté, aura un impact sur les mesures, mais ça on l'a vu un peu au début. Et aussi la conductivité électrique, donc la salinité du sol influence les mesures. Alors sur les terrains de sport, c'est très rare que ça ait une incidence élevée parce que en général sur des milieux qui sont assez légers, c'est-à-dire avec une très très grosse proportion de sable, on n'arrive jamais à des salinités qui sont vraiment élevées, même si on est quand même pas mal d'engrais. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est la fréquence du signal. Alors c'est vraiment l'élément le plus important. Donc toutes les technologies ne se valent pas en ce qui concerne ces paramètres. Alors il y a des chercheurs qui ont fait des comparatifs sur différents types de sols. Les résultats ne sont jamais les mêmes suivant les types de sol. Donc, à la fin, ce qui compte, c'est qu'elles soient toutes calibrées au type de sol pour avoir les meilleurs résultats, mais il y a toujours un biais, quelle que soit la techno et les revendications du fabricant. En tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que la fréquence de la mesure du capteur est le paramètre qui est le plus important pour un capteur. Donc, plus elle est élevée et plus la sensibilité du capteur est faible vis-à-vis des paramètres qu'on a vus au-dessus. Donc, finalement, l'effet devient négligeable, l'effet de tous ces paramètres au-dessus, hormis la fréquence bien sûr, est négligeable au-delà de 500 MHz. Alors, pour illustrer un petit peu l'impact de la salinité, on reviendra à la fréquence plus tard, sur les mesures de la TDR 300 par exemple. Ça, c'est les résultats qui sont tirés d'une publi qui a été faite, je ne sais plus en quelle année, mais il n'y a pas très longtemps, qui montre bien l'impact de la salinité sur le signal du capteur, donc la mesure du capteur. Ce qu'on voit très bien sur ces courbes, la salinité ici, qui varie entre 0 et 3 Siemens par mètre, et la période, donc le résultat brut du capteur. Et ce qu'on voit, c'est que quand la salinité augmente, pour cette sonde, le signal du capteur augmente. Donc, il y a forcément un biais. Et pour un sol plus ou moins, avec une salinité plus ou moins élevée, on va avoir forcément un impact sur la mesure. Et ce ne sera pas la teneur en eau qui aura fait varier cette valeur, mais bien la salinité. Alors, revenons aux fréquences. Alors, là, voici un peu l'ensemble des fréquences disponibles selon les technologies et leur prix à côté. Donc, les TDR haute fréquence qui ne sont pas disponibles, peu disponibles sur le marché gazon en tout cas, parce que trop compliqués, ont des fréquences entre 500 MHz et plus de 1 GHz, où là, l'effet de tous les paramètres qu'on a vus avant est négligeable. Alors, il y en a plusieurs. Bon, la TDR 100 de Campbell est une des plus connues, qui tourne à 1450 MHz, donc 1,4 GHz. Évidemment, c'est la plus chère et qui fait le plus mal au portefeuille. Je crois que c'est entre 5 et 10 000 euros, il me semble, l'installation complète. Ensuite, on a les capteurs WCR qui sont à mi-chemin entre les capacitifs et les TDR haute fréquence, où en général, on a des fréquences entre 100 et 200 MHz. Donc là, on commence à avoir un effet de la salinité, de la texture et ce genre de paramètres, de la température évidemment. Mais c'est quand même intermédiaire entre les TDR haute fréquence et les capacitifs à plus basse fréquence. Donc les plus connus, les sondes les plus connues WCR sont les premières qui ont été mises au point, donc la CS650 là, qui est à 175 MHz, et les TDR 100, 150, 300, 350 que vous connaissez, pour lesquels le fabricant n'a pas donné de fréquence. Donc je ne sais pas combien elles sont, mais je suspecte qu'elles sont entre 100 et 200 MHz, qui sont à des prix intermédiaires. Et ensuite, à la fin, les sondes les plus bon marché, dont les fréquences sont entre 10 et 150 MHz. Et évidemment, à 10 MHz, vous comprenez bien que l'effet des différents paramètres évoqués avant est notable. Et forcément, ça a un biais sur la mesure. Et ça peut devenir un problème dans certaines situations. Donc, pour les plus connus, l'Hydraprobe est à 50 MHz. C'est pas beaucoup, mais elle a quand même quelques qualités. Et les Theros GS3 et un bon nombre de capteurs basés sur ces sondes-là sont à 70 MHz. Alors, une des particularités de l'Hydraprobe, si on doit la citer, c'est la seule sonde
capacitif capable d'estimer, alors j'ai dû mettre un diapo avant l'autre, c'est pas grave, d'estimer les pertes qui sont dues à la conductivité ou par relaxation sur les capteurs, malgré une fréquence qui est plutôt faible, 50 MHz par rapport à 1000 pour les TDR. Donc en fait, c'est une sonde qui sort plusieurs signaux. Pour pas trop rentrer dans les détails, elle est capable d'estimer le biais qui est dû à la conductivité, à la température, et finalement, on peut avoir que la partie réelle qui nous intéresse. Et du coup, on a une valeur qui est corrigée, si on peut dire. Mais le problème de ça, c'est que cette sonde en question, elle est utilisée dans la sonde Pogo. Et le problème, c'est que je ne sais pas comment utilise, quel est l'algorithme qu'il y a derrière la sonde Pogo. Donc, si ça se trouve, elle n'utilise pas à tout son potentiel cette sonde, ce qui serait dommage. Donc, ce qu'on peut voir ici avec cette courbe, c'est que les biais dont je vous parlais deviennent de plus en plus faibles. Donc, ces pertes-là deviennent de plus en plus faibles en fonction de la fréquence. Donc, on voit que vers 1 GHz, ça devient négligeable par rapport à des valeurs proches de la dizaine de mégahertz. Voilà, alors passons au-delà du principe et des choses un peu théoriques. Maintenant, venons-en vraiment à la pratique. Donc, les capteurs ont tous ce qu'on appelle un volume de mesure, c'est-à-dire un volume en-delà duquel une modification de l'humidité, alors si je prends ce schéma là, en gros, si je modifie l'humidité autour de ce cylindre, donc ce volume de mesure en bleu, je n'aurai aucune variation de mesure sur le capteur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce cylindre, le capteur le voit, et tout ce qui est en dehors de ce cylindre, le capteur ne le voit pas. Donc évidemment, la longueur des broches a un impact est directement corrélé au volume du cylindre, mais pas que. Alors, prenons un cas, c'est intéressant ce concept parce que ça a quand même une incidence très forte. Prenons le cas numéro 1 où on a un volume de mesure du capteur qui est grand, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller voir loin autour de la sonde, avec une profondeur de racine qui est toutefois faible, relativement faible. Donc là, dans mon exemple, qui est absolument un exemple, hein, avec des valeurs un peu picométriques, je me retrouve dans une situation globalement réaliste puisque j'ai une humidité qui augmente avec la profondeur. En bas, j'ai une humidité de 35%, donc largement suffisante en eau. Donc ça, ce serait une humidité réelle. Et en haut, j'ai une humidité de 12%, parce qu'en général, malheureusement, l'humidité n'est jamais constante en fonction de la profondeur. Donc moi, mes racines ici se retrouvent sur un sol qui est globalement sec, donc aux alentours de 12%, ce qui est plutôt un stress pour la plante. Donc c'est une plante qui ne devrait pas rester trop longtemps dans cet état. Alors qu'en profondeur, on a suffisamment d'eau. Alors le capteur, lui, par contre, son souci, c'est que planté en plus à la verticale comme ça, il va avoir tendance à lire une espèce de moyenne sur le volume et à la fin, la valeur qu'on aura, alors là, c'est vraiment un exemple, mais elle ne sera ni de 35 ni de 12, mais elle sera probablement aux alentours de la vingtaine, ce qui fait que pour quelqu'un qui a l'habitude d'utiliser ces capteurs, il se dira, bah, en fait, j'ai peut-être pas forcément besoin d'arroser. Donc du coup, je me retrouve en situation où la plante peut cramer alors que le capteur a dit qu'il y avait suffisamment d'eau. Donc là, dans ce cas-là, l'utilisation de ce type de capteur mène à des situations où on sous-arrose et on a des problèmes. Cas numéro 2, c'est un peu totalement l'inverse. Je prends un capteur qui a un tout petit volume de mesure, donc comme c'est le cas de la Pogo. Mais par contre, j'ai un gazon qui est enraciné assez fortement. Donc même principe, hein, peu d'humidité en surface, mais beaucoup d'humidité en profondeur. Le gazon peut subvenir à ses besoins en eau puisqu'il a beaucoup de racines. La sonde ne voit rien, donc elle met l'intendant en panique. Par exemple, je pourrais avoir, je me suis trompé, c'est une humidité de 12% en surface, il verra 12%, voire un peu moins. Bon, bref, et là, l'intendant va avoir tendance à arroser, alors qu'en fait, il n'a pas besoin de le faire. Et ça, c'est juste uniquement à cause de ce volume de mesure qui est trop faible par rapport à la situation des racines, c'est-à-dire à la profondeur dans laquelle elles vont prélever de l'eau. Alors finalement, il faut un petit peu adapter la sonde à la situation. Alors ça fait des usines à gaz, mais bon, les deux exemples illustrent bien que
il faut quand même choisir le capteur en fonction de la profondeur des racines, c'est-à-dire sur des semis et un jeune gazon, les sondes avec des petits volumes vont être plus intéressantes si on souhaite utiliser les sondes pour piloter l'arrosage, alors que ces sondes-là ne sont pas forcément adaptées sur un gazon mature. Et dans ce cas-là, il faudra mieux prendre des sondes avec un gros volume de mesure qui vont chercher plus loin en profondeur et pour arriver à des arrosages qui sont beaucoup plus adaptés. Alors, ces volumes de mesure, ils sont disponibles auprès de certains fabricants. Par exemple, Meter, pour ne pas les citer, eux donnent tout leur volume avec même les dimensions, ce qui est très intéressant. Alors, il y en a qui ne le font pas, malheureusement. Alors, on peut les estimer. Par exemple, Spectrum avec les TDR ne donne pas du tout. C'est un peu dommage, parce que c'est comme ça quand même une influence notable, vous allez voir. Là, j'ai essayé de lister l'ensemble des volumes pour différentes sondes. Donc, on voit qu'il y a vraiment tout et rien, hein. Il y a le Pogo qui a un cylindre qui est très faible, qui est vraiment centré autour des broches. Et par exemple, pour les Theros, là, les sondes blanches, c'est un volume de. Alors, le Pogo, c'est 80 millilitres, et les Theros, on est à 1010 millilitres. Donc, c'est quand même énorme la différence que va sonder le capteur. Donc, à la fin, les résultats qu'on en tire sont évidemment pas les mêmes. Alors, une sonde qui est intéressante vis-à-vis de cette chose, ce paramètre, les volumes, c'est les TDR de la société Spectrum, donc celle-ci. Parce qu'on peut changer, alors ça c'est l'avantage des TDR, on peut changer la longueur des broches. Donc évidemment, en fonction de ça, on va aller sonder plus ou moins loin. Donc ça va de 3,8 à 20 cm pour ceux qui arrivent à avoir des racines à 20 cm. Tout du moins sur les hybrides, ce serait beau. Donc prenons l'exemple pour illustrer la différence qu'on peut avoir entre un petit volume et un gros volume sur une série de données que j'ai réalisées sur un stade de Ligue 1. Donc j'avais fait ça en 3 transects. Alors là, c'est vraiment, étant donné que j'ai fait 3 transects, la carte est estimative. Il en manquerait, pour avoir un truc précis, il faudrait faire peut-être 40 lignes entre les deux. Mais enfin, ça donne quand même déjà une idée de spatialisation. C'est pour ça que je le fais comme ça. Donc, chaque point noir est une mesure, et ensuite je fais une cartographie, et puis ensuite je regarde un petit peu comment sont éclatées les valeurs, et les valeurs moyennes surtout. Et ce qu'on peut voir, c'est que la Theros, qui a un volume de mesure beaucoup plus grand, donc qui va chercher plus loin, en général a tendance à donner des valeurs aussi beaucoup plus élevées. Ce qu'on voit ici sur l'histogramme, donc l'histogramme où on a la teneur en eau et le nombre de mesures qui ont été faites avec cette teneur, ce qu'on voit, c'est que l'histogramme de la Theros est toujours décalé sur la droite, c'est-à-dire qu'il sort beaucoup plus de valeurs élevées, tandis que la sonde Pogo a tendance à sortir déjà des valeurs beaucoup plus éclatées et aussi beaucoup plus faibles en moyenne. Et on voit bien que c'est probablement parce que le volume de la Pogo est quand même relativement faible, et du coup, plus le volume sondé est faible, et plus la variabilité est élevée. C'est ce qu'on voit ici. Alors, autre exemple, TDR100 et Pogo. Alors là, ce qu'on voit aussi, alors j'avais utilisé les sondes de 3,8 cm, les plus petites. Ce qu'on voit aussi, encore une fois, c'est qu'il y a systématiquement une différence entre les résultats des deux sondes, et la TDR100 à 3,8 cm a tendance à donner des valeurs plus élevées, ce qu'on voit ici, là, avec, alors je ne vous ai pas donné les échelles, mais le rouge, c'est des valeurs plus élevées, et quand on va vers le violet, c'est des valeurs d'humidité. Le rouge, c'est des plus faibles, et le violet, c'est des valeurs plus élevées. Alors là, ce que je me suis amusé à faire, c'est faire la différence de la carte de la TDR100 et celle de la Pogo. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a en moyenne, et je le retrouve systématiquement, 5% de plus avec la TDR que sur la Pogo. Donc, on voit quand même que d'une sonde à l'autre, on n'a pas les mêmes résultats, et il y a plusieurs choses. Il y a la calibration qui est utilisée par l'appareil, mais il y a aussi ce volume de mesure. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout, puisque celui de la TDR est aussi beaucoup plus grand. Donc, on a aussi des valeurs moins étalées et plus élevées. Alors, autre chose, station fixe ou mesure déportée, donc sonde de ce type où on peut se balader avec et faire des mesures, ou station qui commence à se développer pas mal, fixe, où on a un peu de tout, capteur météo et une sonde d'humidité en général. Et il y a aussi des terrains qui intègrent carrément les sondes à la construction. Donc, ce qui revient au même, c'est mesure temporelle de l'humidité en un point ou mesure déportée. Alors,
Les avantages du fixe, c'est que c'est multiparamètres, alors notamment pour les paramètres météo, c'est super, moi j'ai rien à dire, on peut récolter plein de données, alors c'est très intéressant pour les gars comme moi qui s'amusent à regarder, à essayer de trouver des corrélations entre les paramètres, faire de la recherche et du développement finalement, mais il faut quand même savoir ce qu'on veut chercher. Bon, l'avantage en tout cas pour l'humidité, c'est qu'on a vraiment l'évolution en temps réel, par exemple du soir au matin, on voit exactement ce qui s'est passé en fonction des pluies qu'il y a eu, s'il y a un pluviomètre. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ça permet de mieux anticiper, quand on a l'habitude de regarder les courbes, les phases d'assèchement, les phases de montée en eau et d'estimer certaines durées d'arrosage peut-être un peu mieux en fonction des seuils qu'on connaît. Alors, la limite, c'est que il faut quand même de l'expérience pour traiter et utiliser les données. Moi, je suis quand même très convaincu de ça. Et c'est pour moi très risqué de se baser sur un point pour piloter l'arrosage d'un terrain. On va le voir après. Si on prend 7 cm de profondeur et 8000 m² de terrain et 80, donc ça fait 560 m3 de substrat. Si on prend 80 ml de volume de mesure de la sonde va chercher 0,00014%. Est-ce que vous trouvez ça suffisant pour faire une moyenne sur un terrain? En tout cas, pas moi. Donc, les stations fixes, il faut s'en méfier quand même un petit peu. Alors, pour aller plus loin, par définition, l'arrosage d'un terrain n'est pas homogène de toute façon, ce qui va expliquer la suite. Là, je prends l'exemple d'un terrain avec 7 x 5 arroseurs parfaitement triangulés, tout neufs, qui sont censés avoir une quantité d'eau constante sur toute la longueur du jet. De toute façon, géométriquement, on se retrouve avec des zones qui sont recoupées 4 fois en bleu, 2 fois en jaune ou 3 fois en vert. Donc, sur un terrain, si on s'amuse à faire des essais pluvio, ce que j'ai fait 1 ou 2 fois, là, ce qu'on voit ici, on a de toute façon forcément des différences d'humidité du fait de ce quadrillage, cette mosaïque d'arroseurs. Donc, encore une fois, suivant si je mets ma station ici, là ou là, à la fin, est-ce que ça va être représentatif du terrain? Moi, encore une fois, je dis non. Exemple aussi d'un jeu de données où on avait fait 105 mesures sur un terrain en 5 transects. Et ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que la variabilité, qu'on prenne des points écartés de 5 cm ou de 30 mètres, on a un éclatement qui est quand même très fort. C'est-à-dire qu'on peut avoir une grosse variabilité sur un très petit espacement. Ce qui fait que les tendances sur un terrain, elles sont difficiles à voir. Et si j'avais fait ces transects, là, ces lignes, à 30 cm à côté, ou si je repassais même au même endroit à quelques centimètres près, on n'aurait pas du tout la même carte. Donc encore une fois, si je place ma station là, là ou là, un point, ça paraît risqué pour estimer l'humidité à l'échelle du terrain. Alors ce qui est pratique toutefois, c'est que si on prend alors si on s'amuse à regarder un peu toutes les valeurs sur des relevés, petits, enfin surtout grands d'ailleurs, quand on commence à avoir 60, 70, 100, 150 points, on se rend quand même compte que sur les terrains de sport, en tout cas, et pour l'air fibre, je pense que ça doit être valable tant que le substrat est relativement homogène, ce qui n'est pas forcément. Dans l'air fibre, on peut avoir des choses plus hétérogènes que sur un 100% sable, faut être clair. Mais globalement, même dans l'air fibre, on arrive à avoir une distribution qui suit une loi normale, c'est-à-dire que quand on regarde l'histogramme, c'est clairement une cloche centrée sur la moyenne, avec un minimal, un maximal, et les 3/4 du temps, on arrive à obtenir ça. Ce qui fait que ce qui est le plus intéressant finalement pour faire du suivi de terrain, c'est de faire un peu de statistiques toutes simples. Il suffit de faire des relevés, prendre une moyenne, un minimum, un maximum, et de tracer ça régulièrement suivant les relevés qu'on a fait. Faire du suivi, c'est ce qui est le plus logique et finalement plus scientifique. Donc, comment on s'y prend en pratique? Le top, évidemment, c'est de pouvoir calibrer sa sonde au type de sol, ce qui est quand même un peu compliqué quand d'une part, on ne sait pas faire, et puis, c'est pas le travail de l'intendant de faire ça, clairement. Sinon, et même si on a fait ça, il faut se fier aux valeurs de la sonde qu'on a mesurées après des ressuyages, donc ce qu'on appelle la capacité au champ, dès les premiers signes de stress hydrique. Donc, il faut laisser tirer le terrain des fois et avoir une moyenne de sa distribution de mesures statistiques un jour où il est en stress hydrique. Et évidemment, il faut le faire un grand nombre de fois, si possible. Enfin, à force, on finit par en avoir des statistiques. Et évidemment, comment on peut faire ça? Il faut avoir des moyennes qui sont fiables et donc il faut suivre une méthode. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, ça, c'est
les mesures d'humidité que je fais sur un des terrains que je vais voir parfois très régulièrement et parfois moins, c'est-à-dire l'hiver. Donc là, c'est juin à février. En hiver, l'humidité, en général, bouge très peu sur les terrains hybrides, en tout cas sur l'air fibre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est les points caractéristiques. Par exemple, ici, je sais, on verra plus tard avec une photo là que c'était clairement une situation de flétrissement. Donc, en orange, on a le minimum, en bleu, on a la moyenne, et en gris, on a le maximum d'une série de mesures. Et donc, en fait, je trace ces minimum, moyenne et maximum en fonction de différents relevés. Ça, c'est une signature de stress hydrique. Et ça, on sait que tout l'hiver, on reste à peu près à ces valeurs-là. Donc là, globalement, quand le sol a réfuyé, si on ne passe pas après une pluie, on va à peu près se retrouver sur des valeurs là, de 32% avec la sonde Pogo. Encore une fois, là, ça s'est fait avec la sonde Pogo. Et là, on sait que pour le point de flétrissement, on est plutôt avec un minimum à 10% et une moyenne sur le terrain à 16%. Donc, quand je dis point de flétrissement, c'est pour voir les premières tâches, les premières zones décrochées sur le terrain. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on a une moyenne qui est plus élevée et qui est peut-être acceptable et des maximums qui sont encore bons. Et c'est bien d'avoir les trois en même temps. Et ça, après, on s'en sert pour évoluer entre ces deux situations pour avoir un arrosage équilibré. Alors, comment faire une série de mesures pour pouvoir tracer ce genre de courbe? Enfin, en tout cas, moi, je vais vous donner ma méthode. Donc, à l'origine, moi, je suis parti sur, on va dire, une espèce de grille qu'on peut utiliser en géostatistique là, pour faire des cartes. Même si aujourd'hui, finalement, je suis revenu sur cette décision, je trouve que c'est très pratique parce que ça permet de faire des zonages et des moyennes par zone. Et souvent, dans les stades, c'est l'ombre qui conditionne les zones plus humides ou plus chaudes. Et ça permet de tracer, de faire des transects suivant l'orientation du stade. Donc, à minima, c'est bien de faire 3 lignes. Alors, on peut en faire dans l'autre sens, hein, ça dépend comment orienter le stade. Donc, ce qui est pratique, c'est de le faire dans la longueur, c'est systématique et ça va vite. L'idée, c'est que moi, ce que je fais en général, c'est que je prends la sonde et je détermine un certain nombre de pas entre les mesures. Quand on a l'habitude, c'est quasiment mathématique et précis. On arrive toujours au même nombre de points à la fin, en commençant au même endroit. Donc l'idée, c'est de faire un certain nombre de mesures, un minimum qu'on a déterminé à l'avance sur les différents transects, et de relever, de faire des moyennes par transect, évidemment, si on veut, ou sinon de faire des moyennes après par terrain. Donc ça nécessite évidemment, plus on en a, mieux c'est, hein, pour les passionnés. On peut faire plus que 3 lignes, on peut en faire 5, ça marche très bien, du moment qu'on sait à peu près où elles sont. Alors l'échantillonnage minimal, on a fait quelques travaux dessus avec mon collègue Jérémy. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est amusé à analyser tous les jeux de données de plus de 60 mesures qu'on avait sur différents terrains. Et ensuite, le principe est simple. On a calculé le nombre de sous-échantillons minimal qu'il fallait pour obtenir la moyenne du nombre maximal de mesures effectuées. Alors, ça paraît compliqué, mais c'est pas si compliqué que ça. En gros, si vous voyez ce graphe, ici, j'ai un nombre de sous-échantillons avec un maximum là, c'était 63 mesures que j'avais fait sur tout le terrain, en 3 transects. Et ensuite, on prend aléatoirement, chaque point, en fait, c'est par exemple, je prends ce point-là, c'est un tirage aléatoire de 10 valeurs qui ont été relevées dans le jeu de données. Et je calcule une moyenne de teneur en eau si j'avais pris ces 10 valeurs-là. Et en gros, à la fin, évidemment, suivant la précision qu'on veut, qu'on a déterminé a priori, on arrive à déterminer le nombre minimal de mesures qu'il aurait fallu faire pour obtenir la moyenne qu'on aurait eu avec un nombre maximal de mesures, donc bien trop élevé pour l'intendant. Et à la fin, l'objectif de ce truc-là, c'est de se casser la tête le moins possible et de faire le minimum de mesures. Donc, on l'a fait pour plusieurs sondes. La sonde Pogo, TDR et les sondes Teros qu'on utilise, nous, régulièrement. Donc, la valeur la plus fiable que j'ai pour l'instant, c'est pour la sonde Pogo parce que c'est celle que j'ai le plus utilisée. Donc, moi, j'ai déterminé que pour un terrain, en tout cas, alors là, je donne, je sais pas, il faudrait essayer sur d'autres technos et peut-être des terres sables pour voir si on arrive aux mêmes choses. En tout cas, sur Airfibre, il nous faut entre 22 et 27 mesures pour obtenir une moyenne qu'on aurait eu si on en avait fait jusqu'à 110, quoi.
Ça fait en gros 8 mesures par transect, ce qui n'est pas trop déconnant pour un intendant, c'est pas trop une perte de temps. Suivant la sonde qu'on utilise, ça peut aller quand même relativement vite. En tout cas, ça prendra moins de 10 minutes. Pour les TDR, alors évidemment, la valeur change en fonction de la longueur des broches. Évidemment, plus les broches, plus le volume est important, en général, moins il y a besoin de mesures, c'est ce qu'on se rend compte. En l'occurrence, il faut pour la TDR entre 17 et 21 mesures. Donc, si on se cale à 19-20, ça sera très bien. Et pour la TDR à 3 pouces, il en faut une quinzaine. Pour la Theros, qui a le plus grand volume de mesures, pour l'instant, je n'ai pas trop de jeux de données, mais en tout cas, le seul jeu de données que j'ai, il en fallait seulement 9, ce qui montre à quel point la sonde va loin. Donc, du coup, ça en ferait que 3 par transect. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Hein, il faudrait avoir beaucoup plus de statistiques. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour être assez fiable, 20 à 30 mesures assurent une fiabilité sur le terrain, soit 10 mesures par ligne, comme je vous ai montré sur le profil d'avant. Alors, pour s'amuser un petit peu, on peut regarder quand même que ce nombre minimal de mesures dépend du volume de mesure. On voit que ça s'aligne quand même bien selon une droite. Alors là, il manque des statistiques pour affiner ce résultat. On voit quand même que plus le volume de mesure ici est petit, et plus le nombre minimal qu'il faut pour que ça soit une moyenne fiable et précise, il est plus élevé, quoi. Il faut faire plus de mesures. Tandis que quand le volume est plus grand, la variabilité est plus faible en général, et il faut moins de mesures. Alors, pour illustrer encore une fois le graphe, une fois qu'on a ces moyennes, on peut faire un petit Excel et puis faire des graphiques. Hein, et on peut voir un petit peu après estimer les différentes humidités caractéristiques. Alors là, en l'occurrence, c'était pareil sur un stade de Ligue 1. Coup de sec après un épisode compliqué où on avait asséché le terrain et c'était très pratique parce qu'on sait maintenant avec la sonde, après avoir galéré quand même pas mal de mois pour s'en servir correctement, on a déterminé que si statistiquement on commençait à avoir des distributions d'humidité comme ça, on avait des chances d'avoir des zones sèches le lendemain ou les heures qui suivent. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, l'idée après, c'est de déterminer sa capacité au champ, donc en venir quelques heures au lendemain d'une pluie, une grosse pluie, ou en général, c'est la valeur qu'on a souvent un peu l'hiver, quand il pleut pas des sauts et des sauts, et qu'il y a plus régulièrement. Et les statistiques aussi du point de flétrissement, les premiers signes de flétrissement, en tout cas de stress hydrique de la plante. Et l'idée, c'est d'être entre les deux et d'essayer de se balader, évidemment, si on peut, plus proche des statistiques du point de flétrissement que de ceux de la capacité au champ, notamment en été, parce que il faut se rappeler que c'est de l'air ou de l'eau et qu'il vaut mieux quand même avoir un peu d'air dans un sol pour que ça soit relativement sain. Sinon, on se retrouve à avoir des cas comme ici, où là, c'est ce qui s'est passé entre juin et septembre sur un stade de Ligue 1, avec une semaine de canicule. Donc, on a toujours nos valeurs de statistiques mine, moyenne et max d'humidité. Et là, on a la température max journalière. Donc, gros épisode caniculaire fin juillet, début août. Nous, on s'amusait à tenir la sonde à 25%, ce qui était une erreur parce qu'elle sous-estimait complètement l'humidité du substrat. Et ce qui nous a coûté un petit épisode de pyricularia, alors très gentil, mais d'un démarrage de maladie, parce que la sonde n'était pas forcément bien utilisée. Donc, derrière, on voit bien qu'on a asséché complètement le terrain, ce qui a très bien marché d'ailleurs. Et ce qui nous a permis de déterminer que il fallait pas arroser aussi. Enfin, en tout cas, il fallait pas maintenir un seuil à cette moyenne-là, il fallait vraiment être plus bas et que, en tout cas, notre point de limite, c'était celui-ci. Alors, en conclusion, peu importe la technologie des capteurs, il faut essayer de se fier aux variations si on peut le faire, si on fait des relevés suffisamment réguliers ou qu'on a des stations, et pas aux valeurs en tant que telles. Se caler sur 25% d'un bouquin, c'est aller à l'erreur, c'est aller droit dans le mur. Parce que ce 25%, ça ne sera jamais l'humidité réelle, et évidemment, en plus, ça dépendra du type de sol et de sa porosité. C'est des choses qu'on n'a pas parlé, mais tout ce qui est macro-porosité, qui sont quand même des paramètres importants. Il ne faut surtout pas comparer sa valeur à celle du collègue qui n'a pas le même substrat et pas la même sonde. Ça, c'est pareil. Moi, j'en ai souvent. Enfin, c'est pas rare qu'on entende ce genre de discours, mais il faut faire très attention à ça parce qu'on ne compare pas du tout les mêmes choses. L'idéal, c'est de faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire repérer soi-même les valeurs avec sa sonde de capacité au champ et point de flétrissement et de se balader au plus près, enfin, dans la mesure du possible,
plus près du point de flétrissement que de la capacité au champ, surtout en été quand on s'amuse, enfin quand on fait des rénovations, même si je sais que comme c'est des jeunes semis, il faut se méfier, hein, et qu'en plus en général on a tendance à faire des petits arrosages assez fréquents plutôt que des gros, parce qu'on n'a pas le choix tout simplement, mais bon, il faut quand même veiller à jouer un peu sur les limites, et plutôt que faire l'inverse. Et ensuite, n'utilisez qu'un seul capteur, ou en tout cas, si vous en utilisez plusieurs, il faut les connaître bien et savoir ce qu'ils mesurent réellement, quels sont leurs volumes de mesure pour savoir ce qui sortent, et pas comparer les valeurs entre les deux capteurs que vous utilisez, ça c'est clair. Et faire des relevés réguliers, ça c'est la base aussi. Alors évidemment, en été, si tous les jours, sur des périodes de rénovation, c'est tous les jours, voire plusieurs fois par jour, moi je trouve que c'est intéressant, sachant que ça prend vraiment pas beaucoup de temps à faire et ça rassure quand même bien. Et en hiver, bah, le faire de temps en temps pour connaître un peu mieux son type de sol. Et puis pour finir, ne pas oublier le bon sens paysan quand même, parce que les sondes et les capteurs, ça reste des outils d'aide à la décision et ils remplacent surtout pas le jugement de l'homme, c'est vraiment une aide pour mieux faire son choix. Je veux dire, si un sol il est humide au toucher, c'est qu'il est humide, même si la sonde montre le contraire, il faut faire confiance quand même à ses sens et ça, c'est vraiment important pour pas se retrouver dans des situations délicates. Merci pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai tenu 30 minutes ou plus, mais… Très bien. Merci beaucoup, Romain, pour ta présentation et pour toutes les réponses que tu as apportées aux questions. Là, je vais finir par remercier tout le monde de votre présence virtuelle pour cette masterclass. Et également remercier Marlène pour toute l'organisation de la masterclass. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de confinement. Et à une prochaine fois. Merci à tous. Et puis, n'hésitez pas, il y a la clinique du gazon et puis le téléphone, s'il y en a qui veulent discuter.